Vincent Duluc, grand reporter football à l'équipe, bonjour. Bonjour. Qui va gagner la Coupe du Monde 2018 ? Eh ben, le verdict, ça sera le 15 juillet prochain. Vincent Duluc, est-ce qu'il y a vraiment des favoris ? Est-ce qu'on a déjà une idée ? Oui, il y a au moins 3 favoris du premier rang, qui sont le Brésil, qui sont l'Allemagne, qui est le champion en titre, et qui sont l'Espagne, le champion précédent. Et il y a des favoris du deuxième rang, dont l'équipe de France, qui est peut-être le premier favori du deuxième rang, ce qui ferait d'elle un demi-finaliste potentiel. Alors c'est vrai, Brésil, ultra favori, quand même. Pas ultra favori, mais après la demi-finale perdue 7-1 en 2014 à la maison face à l'Allemagne, le Brésil, avec Neymar cette fois, qui était absent dans cette demi-finale, a été champion olympique à la maison en 2016 en assumant une pression immense. Et la combinaison de talent absolu à l'image de Neymar et de vraie dureté, de méchanceté au milieu de terrain, avec des types comme Casemiro, Fernandinho ou Paulinho, fait que le Brésil, oui, semble un peu au-dessus, que l'Allemagne s'est rajeunie, ce qui n'est pas forcément bon signe avant une Coupe du Monde. Et l'Espagne revient, mais oui. l'Espagne aussi... revient de loin. Voilà, Il a fallu rajeunir l'équipe, finalement. Un peu rajeunir, mais malgré tout, on va assister avec grand plaisir au crépuscule d'Iniesta, qui va être la dernière grande compétition de ce joueur majeur de l'histoire du foot de ces 20 dernières années. Ouais, une autre équipe rajeunie, c'est l'Angleterre. Nouvelle sélection, en fait. Est-ce qu'on peut espérer de la Grande-Bretagne ? C'est une bonne question et ça renvoie effectivement à la pyramide des âges avant cette Coupe du Monde. On dit qu'il ne faut pas être trop jeune et 2 des 3 équipes les plus jeunes, c'est l'Angleterre et la France. Donc est-ce qu'on peut aller loin en Coupe du Monde quand on est aussi jeune ? Est-ce qu'on a assez d'expérience ? Est-ce qu'on sait supporter cette pression-là ? Toutes les sélections anglaises supportent depuis 1966 la pression de le pays inventeur de jeu qui n'a gagné qu'une fois la Coupe du Monde et qui n'est jamais là depuis 1966. Donc là, on va dire que les jeunes partenaires de Harry Kane vont avoir beaucoup de pression. La grande génération anglaise à l'époque de Steven Gerrard, David Beckham, des joueurs comme ça, Frank Lampard, n'est jamais arrivé à rien en Coupe du Monde. On va voir si cette génération-là, qui paraît moins douée, peut aller plus loin en étant un peu plus une équipe. Oui, et puis la France de Didier Deschamps, c'est quoi finalement son atout qui fait que peut-être elle peut gagner ? Son atout déjà, c'est que Didier Deschamps sait faire un groupe. Alors on peut toujours discuter sur le jeu, on peut toujours dire que l'identité française est assez inconnue, assez insaisissable. Il n'empêche qu'il sait faire un groupe, que ce groupe-là est extrêmement jeune, mais du coup ce groupe a des jambes de feu, on l'a vu un peu dans la préparation, avec Ousmane Dembélé, avec Kylian Mbappé. Griezmann a quand même la stature pour porter offensivement cette équipe. Et c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de trous finalement. On s'inquiète beaucoup pour sa défense, mais elle semble avoir trouvé des solutions au niveau sur les côtés, au niveau des latéraux. Donc voilà, après il faut espérer que... Ta force, ça peut être offensive. Alors la force de l'équipe de France est offensive, mais ça renvoie à une autre question. Est-ce qu'on peut gagner une Coupe du Monde sur l'attaque ? On va dire qu'historiquement, on gagne plutôt une Coupe du Monde sur la défense. Oui. C'est plutôt là-dessus que ça se joue. On peut toujours espérer marquer 3 buts de plus que l'adversaire, mais il y a toujours un moment où on n'en marquera qu'un. Donc c'est quand même c'est très risqué comme stratégie. La meilleure stratégie, ça reste de savoir bien défendre et de marquer un but plus que l'adversaire. Mais on disait que l'équipe de France était assez inconstante. Là, c'est assez stable, là. C'est assez stable sur la dernière période, c'est vrai. L'équipe de France a dû perdre un seul de ses 12 ou 13 derniers matchs, donc ça c'est plutôt encourageant. Mais on va dire que dans le contenu, parfois il faut se méfier un peu. Il y a une petite difficulté, je trouve, à supporter les moments faibles d'un match. Il y a parfois les jeunes attaquants qui ont beaucoup de talent, n'ont pas tout à fait le sens collectif qu'il faudrait au moment d'affronter les moments difficiles. Oui, alors les champions sortants, l'Allemagne, est-ce qu'elle peut au moins aller en demi-finale pour la 5e fois ? Oui, mais l'Allemagne est vouée à aller en demi-finale. La saison dernière, elle a remporté la Coupe des Confédérations, qui était une espèce de répétition générale à Moscou, avec une équipe très très jeune. Elle a donc été championne du monde en 2014 au Brésil. C'est dans son ADN d'aller loin dans les compétitions, c'est dans son ADN d'assumer cette pression. L'Allemagne sera là d'une manière ou d'une autre. Oui, et puis on attend le Messi. On attend le Messi en Argentine. Hein. On attend Messi en Argentine et c'est presque... ça renvoie à d'autres attentes millénaires. Mais c'est vrai que jusque-là, Messi n'a jamais porté l'Argentine très loin. Il l'a porté quand même un peu à la Coupe du Monde 2014, jusqu'à la finale, ce qui était pas mal. Mais on a toujours l'impression qu'il y a une petite dissociation entre le Messi de Barcelone, qui est fantastique, et le Messi de l'Argentine, qui n'est pas toujours. Mais c'est sans doute parce que Messi, fondamentalement, n'est pas vraiment un joueur argentin. Je veux dire, il est arrivé adolescent à Barcelone. Finalement, son ADN, c'est d'être un joueur catalan. C'est de savoir jouer un jeu espagnol, ou voire un jeu purement barcelonais. Et le jeu argentin, qui est un jeu on va dire, où il y a plus de sang que de réflexion, il y a plus de passion que de stratégie, lui convient peut-être pas forcément. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un Cristiano Ronaldo pour le Portugal, qui pourrait finalement aussi créer la surprise ? Le Portugal a déjà créé la surprise il y a 2 ans, remporté l'Euro.
S'il était encore au rendez-vous cette fois, avec une équipe assez semblable, ça serait une énorme surprise, parce que Ronaldo a quand même 2 ans de plus. Alors, il a montré qu'il savait faire évoluer son jeu. Maintenant, avant, c'était un créateur. Maintenant, c'est un prédateur. Mais je pense que ce sera difficile pour les Portugais. Oui. En tout cas, la France passera le premier tour. La France doit passer le premier tour, Ouais. même si le staff de l'équipe de France va nous dire que c'est un groupe difficile, que c'est probablement le groupe le plus difficile de la Coupe du Monde. Oui, l'Australie, le Danemark. Mais l'Australie, le Danemark et le Pérou, ce n'est pas un groupe difficile. C'est un pas groupe le Pérou, comme on dit. Hein. C'est un groupe qui peut être compliqué parce que finalement, il y a 3 écoles du jeu un peu dissemblables, un peu de jeu britannique, un peu de jeu sud-américain et un jeu purement anglo-saxon, voire très saxon. Mais au-delà de ça, en valeur pure, il n'y a pas de problème. Allez, un dernier pronostic important, le match d'ouverture, la Russie contre l'Arabie Saoudite. Vous vous dites, c'est qui? C'est la Russie? C'est le Petrolico, comme on l'appelle déjà. Ça devrait être la Russie, mais je pense que la Russie est sans doute l'équipe européenne la plus faible du plateau et que si elle n'avait pas été organisatrice, elle ne serait jamais qualifiée. Ouais. J'ai peur que la Russie ait beaucoup de mal à passer le premier tour. Enfin, elle est là, en tous les cas, elle va ouvrir ses festivités. Vous faites l'éloge des coiffeurs. Ah ben on vous regarde, c'est vrai que effectivement. Oui, on saisit l'ironie, oui. Ces coiffeurs, c'est quoi en fait dans le foot? Mais les coiffeurs, c'est le surnom des remplaçants. Et les remplaçants, c'est un destin complètement anonyme, on va dire le reste du temps. Mais sur une Coupe du Monde, c'est un peu autre chose. On se rend compte finalement, dans l'histoire de l'équipe de France, qu'il y a une véritable adéquation entre le comportement social et sportif des remplaçants et la performance collective. C'est-à-dire que quand les remplaçants sont au niveau, soit au niveau de camaraderie ou au niveau de performance, à ce moment-là, la performance est là. Et quand c'est pas le cas, quand il y a confusion dans les hiérarchies, quand il y a inversion entre ceux qui devraient être coiffeurs et ceux qui devraient être leaders, comme c'était le cas en 2010, où Thierry Henry était coiffeur et Patrice Evra leader, on aurait peut-être dû inverser. Là, à ce moment-là, effectivement, on va dans le mur. Donc il y a une vraie manière de relire l'histoire à travers eux. Oui, alors vu du banc, parce que c'est ça le livre en fait, hein, Vincent. Vu du banc, on voit quoi? On voit des gens qui passent à côté de la gloire, on voit des gens qui vivent la victoire par procuration, on voit finalement des gens mais qui sont dans les 23 et qui sont essentiels. Mais les gens ils sont dans les 23, ils sont essentiels, ils peuvent arriver à tout moment et on voit bien que avec la commémoration de 98, on voit bien que les coiffeurs ont eu un certain destin. On voit que Franck Leboeuf a été anonyme pendant toute la Coupe du Monde, mais qu'il a joué la finale finalement. Donc ils peuvent sortir de leurs conditions. Et 98 rappelle, avec l'impression d'espèce de ciment social auquel on a assisté dans cette équipe, que les coiffeurs ont été essentiels. Vincent Candela, qui était un très très bon joueur, il restera célèbre parce que c'est lui qui a choisi la chanson I Will Survive. Donc tout compte finalement. Oui, tout compte. Mais finalement, oui, 98, ils sont devenus millionnaires, les coiffeurs là. Hein. Mais ils l'étaient déjà avant. Ouais. Et c'est ça qui est fascinant. C'est qu'en fait, ces types-là, ce sont des types qui sont des stars dans leur club et une fois tous les 4 ans ou une fois tous les 2 ans, même si le phénomène est un peu moins sensible, mais une fois tous les 4 ans, ils glissent doucement dans l'ombre tout d'un coup, alors qu'ils ne sont pas faits pour ça, alors que ce n'est pas leur habitat naturel. Oui, mais si je vous dis Bernard Lama, Lionel Charbonnier, Vikash Dorasso, Thierry Henry, c'est quand même des grands noms. Et bien sûr, c'est ce que... Bon, ils ont regardé le match depuis le banc. Hein. C'est des grands noms, mais effectivement, ça renvoie à l'idée que finalement, comme dans la vie, on est peut-être toujours le coiffeur de quelqu'un. C'est vrai. Mais vous auriez rêvé d'être coiffeur, vous, Vincent? Je ne sais pas. Pour moi-même, peut-être déjà. Et qui seront les coiffeurs de 2018? Alors, les coiffeurs de 2018, je pense que Kimpembe en défense, le jeune défenseur du PSG, a vocation à être coiffeur. Les 2 gardiens, évidemment, Mandanda, mais surtout Areola, le 3e gardien. Au milieu de terrain, Nzonzi, je pense qu'il va jouer un petit peu. Devant, s'il y en a un qui peut être coiffeur, c'est Florian Thauvin, qui était un peu en dessous des autres et qui a une bonne tête de coiffeur. Allez, on vivra quand même la Coupe du Monde de foot sur TV5 Monde. Merci Vincent Duluc. Merci à vous. Ça s'appelle Éloge des coiffeurs, c'est publié chez Marabout. On était ravis de vous recevoir aujourd'hui.